Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez pu un peu vous reposer. Avant le début de ce second semestre, le second semestre, nous allons continuer le cours d'algorithmique numérique. Donc c'est le cours algorithmique numérique numéro 2, où on va voir différentes méthodes d'algèbre linéaire, d'analyse pour résoudre des petits problèmes numériques. Et l'ensemble de ces méthodes, on va les coder avec l'outil MATLAB que l'on a vu au premier semestre. Et donc, il est important d'avoir une bonne connaissance de MATLAB pour pouvoir réaliser les futurs exercices du cours algorithmique numéro 2. Donc, c'est pour ça que durant ce premier cours, on va uniquement faire des rappels sur MATLAB afin que vous soyez prêts pour la réalisation des futurs TP d'algorithmique numéro 2. Donc, pour les rappels, on va ici simplement corriger le contrôle, donc le contrôle que l'on avait réalisé à la fin du premier semestre sur MATLAB. Donc, pour ce contrôle, vous aviez 5 exercices à réaliser en moins de 2 heures. Pour chacun des exercices, il fallait soumettre un seul fichier .m. Le premier exercice, c'était un exercice où il fallait écrire 2 lignes de code. 2 lignes de code. Ces lignes de code, il fallait les mettre dans un fichier nommé exercice 1 underscore non. Une ligne de code pour créer la matrice suivante. Donc c'est une matrice donc, de taille 1, 2, 3, 4, 7, 7 x 7 qui contient beaucoup de 7 avec juste une diagonale ici qui contient des zéros. Et une autre ligne de code pour créer ce vecteur colonne qui va de 10 à 6 avec un espacement de 0,5. Ok. Pour ce premier exercice, donc on va le réaliser sur MATLAB. Donc, on va partir de 0. Hop. Et donc là, il faut un peu vous rappeler des fonctions qu'on utilise pour créer des matrices. Donc dans ces fonctions pour réaliser des matrices, il y a la fonction zeros qui crée ici une matrice de taille 5 x 5, une matrice carrée qui contient que des zéros. Et on a aussi la fonction once qui crée ici une matrice carrée de taille 6, puisqu'on a spécifié 6, qui contient que de 1. Et donc ce qu'on peut faire pour créer donc cette matrice ici de taille 7 x 7, c'est dans un premier temps de créer juste une matrice carrée de taille 7 x 7 et qui contiendrait que des 7. Et donc pour ça, on fait un once 7. Donc ça, on a bien une matrice de taille 7 x 7. Et pour avoir que des 7, eh bien on multiplie tout par 7. Ok. Et donc de cette façon, on a une matrice carrée de taille 7 x 7 qui contient que des 7 en une seule ligne de code. Mais c'est pas tout puisque il est nécessaire d'enlever ici les 7 de la 0, 1, 2, de la quatrième diagonale si on considère que la diagonale principale a pour index 0. Donc ça fait 0, 1, 2, 3, quatrième. Ok. Pardon, 0, 1, 2, troisième, l'index numéro 3 pour cette diagonale numéro 4. Donc 0, 1, 2, 3. Ici, on doit enlever donc les 7 qui sont situés sur la diagonale d'indice 3. Et pour ça, on avait vu une fonction diagonale. Donc la fonction diagonale, elle fait quoi? Elle crée une matrice à partir d'un vecteur. Par exemple, si je mets le vecteur 3, 3, et je mets le nombre 1,
ça veut dire que l'on va créer une matrice de taille 3 fois 3, puisque mon vecteur ici a une taille de 2 et la diagonale ici va être en position 1, donc ça fait 2 plus 1 une taille 3 fois 3. Et à cette matrice qui contient que des zéros, j'ajoute une diagonale qui contient des 3, et c'est la diagonale d'index numéro 1. Ok, donc on a cette matrice carrée. Donc si vous voulez plus de détails sur une fonction, ne pas oublier d'utiliser la fonction help. Avec la fonction help, on a un ensemble d'informations sur une fonction. Donc ici par exemple diag vk, c'est ce qu'on utilise. V c'est un vecteur avec n composantes et k c'est l'indice de la diagonale. Donc k égale à 0 c'est la diagonale principale. K est strictement supérieur à 0, c'est au-dessus de la diagonale principale, et K strictement négatif, c'est en dessous de la diagonale principale. Donc ça nous permet de créer des matrices carrées où on spécifie pour une certaine diagonale certains éléments. Et donc on peut se servir de ça, ici si je reprends ma matrice ici, pour donc enlever les 7 qui sont situés à la diagonale d'indice 3. Et donc ça va être simplement 1 7 fois 7, plus ensuite diagonale où je vais enlever moins 7 à chaque fois. Donc je dois enlever 4 fois moins 7, puisque ici on a pour la diagonale que l'on doit enlever, donc qui est ici, on doit enlever 4 éléments. Donc ça fait un vecteur de taille 4, et je vais le placer donc en indice 3. Et ainsi, j'ai créé cette matrice qui était demandée en une seule ligne de code. Donc ce que je vais faire, je vais copier cette instruction et je vais la mettre dans un script. Donc on fait new script. Et simplement ici, je copie cette ligne de code. Je vais mettre un point virgule. Et puis je sauve. Donc save as. Et ici, je vais appeler ça exercice 1. Juste ainsi. Ok. Et donc après, si je veux, je peux lancer ce code. Et ici, il ne se passe rien. Si je veux voir l'affichage, je retire le point virgule. Et j'ai bien cette matrice, la matrice qui était demandée, qui a été créée. Donc ça, c'est pour, la première question de l'exercice numéro 1. On peut regarder la deuxième question qui est créer en une ligne de code le vecteur colonne suivant sans définir les éléments à 1 à 1. Donc si on a un vecteur colonne, et donc pour créer un vecteur, ce qu'on a vu c'est l'instruction où on met entre crochets carrés, entre crochets, par exemple, si je peux créer un vecteur 1, 2.10, ça va me créer un vecteur ligne qui contient 10 éléments. Je peux spécifier le pas, donc je peux mettre que le pas entre chaque élément c'est 0,5 et non pas 1. 1 c'est la valeur par défaut qu'il y a entre les valeurs entre deux éléments consécutifs, mais je peux spécifier une autre valeur, par exemple 0,5. Pardon, ici je vais mettre 0,5. Et de cette façon, j'ai mes éléments qui sont espacés par 0,5. Donc bien utiliser le point comme séparateur décimal. Et donc si je veux créer un vecteur colonne qui va de 10 à 6, ce que je peux faire c'est d'abord créer un vecteur ligne qui va de 10 à 6, de cette façon. Donc attention ici. Oui, l'erreur que j'ai fait ici, c'est que je vais de 10 à 6 avec un pas de 0,5. Donc ça va faire 10, 10,5 et ainsi de suite jusqu'à atteindre 6. Donc c'est pas possible. Et donc ce qu'il faut faire, c'est plutôt mettre 10, donc 10 avec un pas de moins 0,5 pour pouvoir atteindre 6. Ici on a un vecteur colonne, un vecteur ligne. Et ce qu'on nous demande, c'est un vecteur colonne. Et donc, simplement, pour pouvoir passer d'un vecteur ligne à un vecteur colonne,
je vais utiliser le petit apostrophe qui permet de transposer la matrice. Et ainsi, je passe d'un vecteur ligne à un vecteur colonne. Et donc, la réponse de cet exercice en une seule ligne, c'était cette ligne de code de 10 à 6 avec un pas de moins 0,5 et ne pas oublier le petit apostrophe pour pouvoir passer au vecteur colonne. Okay. Donc si je lance mon code, j'ai bien ma matrice qui est créée et ensuite mon vecteur colonne qui a été créé. Ok. Donc voilà pour cet exercice numéro 1, donc qui était sur 2 points. Ensuite, exercice numéro 2, c'est une insertion. Donc une insertion, ici, on va devoir, à partir d'une matrice qui contient des entiers, on va devoir créer une nouvelle matrice A bis où on a inséré l'élément A après chaque élément de A, de cette façon suivante. Donc, après chaque élément de la matrice grand A, on insère un nouvel élément petit a. Donc, par exemple, si le petit a vaut moins 1, on va obtenir 9 moins 1, 3 moins 1, 8 moins 1, 10 moins 1, etc. Okay. Donc, on a une matrice de départ et il faut créer une nouvelle matrice qu'on va appeler A bis. Okay. Donc, on va créer cette fonction qu'on doit appeler insert non. Donc ça, on peut copier. Je retourne dans MATLAB et je crée un nouveau script. Donc, j'ai cette fonction A bis que je vais appeler insert avec mon nom. Donc, je vais le mettre en minuscule. Voilà. Donc qui prend, donc je rappelle une chose d'abord, c'est que le nom de la fonction, ça doit être le même nom que le fichier. Donc voilà, le fichier et la fonction doivent avoir le même nom. Ici, entre crochets, c'est la valeur de retour. Donc la valeur de retour ici, ça va être A bis, une variable A bis. Et en entrée, j'ai une matrice grand A et un entier petit a. Okay. Donc je vais utiliser les entrées, donc la matrice grand A et le petit a, pour créer une nouvelle matrice A bis. Donc ici, on peut avoir n'importe quelle matrice grand A. Donc c'est intéressant de sauvegarder quelque part le nombre de lignes et le nombre de colonnes de la matrice. Attention, pour rappel, quand on a une matrice, si je vais en créer une dans la ligne de commande, donc ici, A qui contient que des zéros, si je fais size de A, il y a deux choses qui sont retournées, à la fois le nombre de lignes et à la fois le nombre de colonnes de la matrice. Et donc, si je veux uniquement le nombre de lignes, je dois spécifier, faire size de A, virgule 1. Et ainsi, j'ai uniquement le nombre de lignes. Et si je veux le nombre de colonnes, je vais faire size A, virgule 2. Et ainsi, ça va être le nombre de colonnes de A qui va être sauvegardé dans la variable ici que j'ai appelée nbcol. Okay. Ensuite, je vais créer une nouvelle matrice A bis. Et la matrice A bis, au départ, je vais la mettre, je vais dire qu'elle contient que des zéros, mais cette instruction va me permettre de définir la taille de la matrice. Donc la taille de la matrice, si on lit l'énoncé, si on regarde, le nombre de lignes de la matrice de la nouvelle matrice par rapport à A ne va pas changer. Ici, on avait 4 lignes, on a toujours 4 lignes. Par contre, le nombre de colonnes est doublé. On avait 3 colonnes, maintenant, on n'en a plus on en a le double, donc on en a 6. Donc on va faire 0. Ici, je spécifie le nombre de colonnes de ma matrice. D'abord, le nombre de lignes de la matrice, c'est le même nombre de lignes que ma matrice A, donc que j'ai sauvegardé dans ma variable nb ligne. Et le nombre de colonnes, c'est doublé, donc ça fait nb colonnes fois 2. Okay. Et de cette manière, j'ai une nouvelle matrice A bis de taille nb ligne, nb colonne fois 2 et qui contient pour l'instant que des zéros. Ensuite, je vais remplir ma matrice A bis. Donc pour ça, je vais devoir
insérer à chaque fois, dans un premier temps, la valeur contenue dans la matrice A, et puis après, juste après cette valeur-là, 1 moins 1. Donc ce que je vais faire, je vais parcourir ma matrice A, et en même temps, créer ma matrice A bis. Donc je vais utiliser une boucle for, puisque je connais le nombre d'itérations. Donc je vais parcourir le nombre de lignes de ma matrice A, et pour chaque nombre de lignes, je vais également parcourir le nombre de colonnes. Donc j'ai deux boucles for imbriquées. J'utilise ici la variable d'itération i pour le nombre de lignes et la variable d'itération j pour le nombre de colonnes. Et de cette manière, je peux ensuite créer ma matrice A bis. Donc il faut d'abord indiquer, il faut bien d'abord mettre dans A bis l'élément qu'il y avait dans A. Et donc ce qu'on voit, c'est que le 9, il était en colonne 1, et bien il est aussi en colonne 1 dans A bis. Le 3, par contre, il était en colonne 2, et maintenant il est en colonne 3 dans A bis. Le 8, il était en colonne 3 dans A, maintenant il est en colonne 5 dans A bis. Donc on voit qu'il y a à chaque fois un décalage. Donc c'était 1, 2, 3, maintenant on a ici 1, 3, 5. Donc si on regarde, ça fait toujours 2, c'est l'indice fois 2 moins 1. Donc quand on veut passer de l'indice de l'élément qu'il y a dans A à l'indice de l'élément qu'il y a dans A bis, il faut faire fois 2 moins 1. Donc ça va faire I 2 fois J moins 1 égale à ce qu'il y a dans la matrice A, donc à l'indice, aux indices IJ. Donc on peut vérifier. Hein. Par exemple, quand J vaut 1, donc il faut bien mettre les parenthèses ici. Donc quand J vaut quand J vaut 1, on va aussi être en 1 dans A bis, puisqu'on a 2 fois 1 moins 1, ça fait 1. Quand J vaut 2, on sera en 3, parce que ça fait 2 fois 2 moins 1. Quand J vaut 3, on sera en 5. C'est bien le comportement que l'on veut avoir. Ici, le 8, il est en indice 3 au niveau des colonnes. Et dans A bis, il est en indice 5. Okay, et on fait la même chose ici pour l'élément A. Donc l'élément A ici qu'on ajoute, c'est chaque fois un indice plus loin que l'élément précédent. Donc on ajoute 1 à l'indice précédent. Donc ça va faire A bis, toujours pour la ligne I, ici 2 fois J. Donc ça fait 2 fois J moins 1 plus 1, donc on obtient 2 fois J. Ici, il n'y a pas besoin des parenthèses, donc simplement 2 fois J. Et là, à cette position-là, ça devient égal à mon élément A, qui est l'élément qui est donné en entrée. Okay. Ensuite, je ferme bien mes deux boucles for avec le end. Je ferme aussi ma fonction. Et c'est tout. Ma fonction renvoie A bis et prend en entrée donc la matrice A et un petit entier A. Je sauvegarde et je peux exécuter ma fonction. Donc si j'exécute ma fonction, là il va me dire pas assez d'arguments en entrée, puisque ici on demande à la fois une matrice grand A et un petit a. Donc je vais créer cette matrice là qui est donnée, comme ça on peut suivre l'exemple du cours, donc 9, 3, du contrôle, 9, 3, 8, 10, 4, 2, 8, 7, 7 et 1, 2, 5. Donc voilà pour ma matrice. Donc maintenant je peux appliquer ma fonction où je prends en entrée ma matrice A, puis après je prends un entier, ici le moins 1, et en sortie, la fonction insert a bien inséré l'élément moins 1 après chaque élément de la matrice A. Ok. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez tester avec par exemple une autre valeur, avec 3, et ça marche aussi. On peut retester, par exemple, on peut dire que ma matrice A, c'est la nouvelle matrice qui a été créée ici. Donc je vais faire A égale ans, puisque la réponse a été sauvegardée dans ans.
Et je vais appliquer maintenant ma fonction aussi à partir de cette nouvelle matrice A, où je vais mettre -2, et je regarde si ça fonctionne également. Ça fonctionne également, donc il n'y a pas de problème, ça a l'air de marcher. Je peux recréer encore une autre matrice. Je peux dire que A, c'est Ants, où je prends uniquement la première ligne. Donc si je me rappelle bien, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça, c'est plutôt comme ça, avec les parenthèses, oui. Donc je prends uniquement la première ligne de cette matrice-là et je regarde si ça marche pour une matrice qui contiendrait que une seule ligne. Je vais mettre ajouter 100 et on voit que ça marche aussi pour une matrice qui contient une seule ligne. Je peux aussi le faire pour une matrice qui contient qu'une seule colonne. Donc ça, je vais prendre A' à la place de A. Et ça marche aussi pour une matrice qui contient une seule colonne. Donc c'est toujours bien de tester les cas particuliers lorsque l'on a écrit une fonction. Ici, cette fonction, elle a l'air de bien marcher. Donc voilà pour cet exercice qui comptait pour 3 points. Ok, maintenant, somme infinie. Somme infinie, donc un exercice sur 5 points. Donc on nous dit que pi sur 4, c'est égal à cette somme infinie, donc une somme qui ne s'arrête pas. Et c'est égal à 1 moins 1 tiers, plus 1 cinquième, moins 1 septième, plus 1 neuvième, moins 1 onzième, plus 1 treizième, plus 1 treizième, moins 1 quinzième, etc. Il faudrait utiliser cette propriété pour calculer une approximation de pi. On demande d'arrêter le calcul de la somme lorsque la valeur absolue de la différence entre deux valeurs consécutives de la somme est inférieure à une petite valeur. Donc prendre par exemple epsilon égale à 0,002. Donc il faudrait arrêter le calcul lorsque la valeur absolue de la différence entre deux valeurs consécutives de la somme est inférieure à une petite valeur. Donc il faut arrêter le calcul lorsque, en calculant cette somme, eh bien, la différence entre deux valeurs consécutives est inférieure à epsilon. On nous demande aussi de représenter dans un graphique l'évolution des valeurs prises par cette somme. Réaliser cet exercice dans un fichier unique appelé calcul pinon avec nom égale votre nom. La fonction sera de prototype qui est ici donné. Donc on va copier le prototype et je vais donc créer un nouveau script, new script. Je copie et je vais mettre donc mon nom. Ici je vais le mettre en minuscule. Voilà. Et je sauvegarde. Donc le fichier a bien le même nom que la fonction. La sortie, c'est la petite variable p. Donc il va contenir l'approximation de pi qui sera obtenue grâce au calcul de cette somme infinie. Et en entrée, ici on prend rien. Il n'y a rien qui est donné en entrée. Ok. Donc ici on peut déjà fixer la valeur de epsilon dans une nouvelle variable. Donc on va fixer la valeur à 0.002. Et puis je vais devoir calculer les valeurs consécutives de cette somme. Et donc pour ça, et en plus, on nous demande de représenter dans un graphique. Donc ce qui est bien de faire, c'est de sauvegarder les valeurs calculées de la somme dans une matrice ou un vecteur, dans un vecteur. Donc je vais dire que ces valeurs consécutives de cette somme, c'est ici dans un vecteur qui est d'abord vide, puisque pour l'instant, j'ai encore rien calculé. Et puis, c'est bien de voir qu'il faut arrêter le calcul lorsque la valeur absolue de la différence entre deux valeurs consécutives de la somme est inférieure à une petite valeur. Donc on a toujours besoin de deux valeurs pour cette somme. Ok. Et donc, ce que l'on peut faire, c'est mettre ces valeurs de la somme déjà dans notre vecteur S. Donc ici, dans un premier temps, la première valeur de la somme, c'est 1. La première valeur, c'est 1. Donc je rajoute 1 à mon vecteur S. Et donc comment faire pour rajouter un élément dans un vecteur? On ouvre les crochets, on met le nom du vecteur qui est S, puis après on met l'élément que l'on va ajouter au vecteur qui est ici la valeur 1.
Et de cette façon, on crée un nouveau vecteur S qui contient l'ancien vecteur S auquel on a rajouté une valeur qui est la valeur 1. Et on fait la même chose pour la deuxième valeur de la somme, qui est donc maintenant 1 moins 1 tiers. Donc on met 1 moins 1 tiers ici. 1 moins 1 tiers, pardon. Voilà. Et donc maintenant on a deux valeurs pour la somme. Ok. Ensuite, ça va nous permettre de déjà initialiser notre boucle. Ici c'est une boucle. On ne sait pas combien d'itérations on va réaliser, puisqu'on ne sait pas quand est-ce que la valeur de la deux valeurs consécutives de la somme sera inférieure à epsilon. Et donc, on va dire, tant que la valeur absolue de S, et ici il faut bien spécifier quel indice de S je vais utiliser, eh bien, ce que je peux dire, ici, pour l'instant, j'ai deux valeurs dans ma somme. Donc, je vais utiliser un compteur et je vais mettre ce compteur égal à 2. Donc, tant que la valeur absolue de S à l'indice 2, pas à l'indice 2, pour être plus général, je vais mettre à l'indice CPT, moins la valeur de S à l'indice CPT moins 1, tant que cette valeur, cette différence en valeur absolue est strictement supérieure à epsilon, eh bien, je dois continuer mon calcul. Je dois ajouter des valeurs dans ma somme. Et donc, si on regarde, les valeurs que l'on va ajouter dans la somme, ici, ça va être plus, le prochain élément, ça va être plus 1 cinquième, puis après, ça va être moins 1 septième, puis après, ça va être plus 1 neuvième, etc. Donc, on a besoin de faire une différenciation entre ici une addition, et donc une fois sur deux c'est une addition, et dans l'autre cas c'est une soustraction. Et donc ce qu'on peut faire, comme c'est une fois sur deux, c'est de regarder la valeur du compteur et de regarder la division, le reste de la division entière de ce compteur par 2, puisque il y a, dans un premier cas il faut additionner, et dans l'autre il faut soustraire. Donc on regarde le reste de la division de CPT par 2, puisque le CPT, le compteur, il va toujours être incrémenté de 1. Et donc ici on part de 2, donc on peut se dire par exemple si le reste de la division entière de CPT par 2 vaut 0, donc si le modulo vaut 0, eh bien à ce moment-là, ça va être mon premier cas, hein, puisque je pars de CPT qui vaut 2, donc le modulo 2 c'est 0, eh bien j'additionne. Ici je vais additionner. Donc je vais être dans le cas où j'additionne. Donc ici je vais dire addition. Et sinon, dans l'autre cas, je vais avoir une soustraction. Ok. Et donc j'additionne quoi ici, mais je vais toujours additionner d'abord un cinquième, puis après ce sera un neuvième, etc. Et puis après, il y aura aussi moins un cinquième, moins un onzième. Donc on voit que l'écart entre deux valeurs consécutives, entre le dénominateur de cette fraction, c'est toujours 2. Et donc je vais utiliser une variable supplémentaire que je peux appeler val, qui part de 5, hein, puisque le premier élément que je vais ajouter, c'est un cinquième. Et donc ici, je vais faire simplement, je vais additionner, donc je vais ajouter à mon vecteur une nouvelle valeur qui vaut donc l'ancienne valeur. Donc l'ancienne valeur, je la retrouve dans C à l'indice CPT, auquel j'ajoute 1 plus 1 divisé par val. Ok. Et dans l'autre cas, c'est une soustraction où là je fais S est égal à S et puis S entre parenthèses CPT moins 1 divisé par val. Ok. Ici on est dans le cas de la soustraction. Et ici dans le cas de l'addition. Ok. Pardon. Je vais le copier, je vais recommencer. Addition ici et soustraction. Pardon. Addition ici et soustraction ici. Et ce qu'on voit ici, donc à chaque fois, j'ajoute à mon vecteur une nouvelle valeur. Donc je prends l'ancienne valeur du vecteur qui est S et j'ajoute une nouvelle valeur qui est
SCPT, donc la dernière valeur que j'avais calculée. Donc ici CPT, ça valait 2, donc c'était bien le deuxième élément du vecteur, plus une nouvelle valeur, plus 1 sur val, et ainsi de suite. Et ce qu'il ne faut pas oublier de faire, donc c'est d'abord bien fermer le if, et également, donc CPT, j'ai déjà incrémenté de 1, et il ne faut pas oublier, c'est incrémenter la valeur val ici de 2, puisqu'à chaque fois, il y a un écart de 2 entre le dénominateur de chaque élément. Donc val égale val plus 2. Ok. Donc voilà. Quoi d'autre? Je peux fermer ma fonction tant que. Et puis après, il ne faut pas oublier de sortir la valeur de P. Parce que pour l'instant, on n'a encore pas calculé la valeur de P. Eh bien, la valeur de P, c'est la valeur finale qui est contenue dans S. Et donc, si on ne veut pas s'embêter à utiliser le CPT, la dernière valeur d'un vecteur, elle est contenue à l'indice end. Donc, on peut simplement faire S entre parenthèses end. Et attention, ça donne une approximation de pi sur 4. Et nous, on veut une approximation de pi. Donc, on fait que P égale S à l'indice n fois 4. OK? Et il ne faut pas oublier également de plotter, donc d'afficher les différentes valeurs de S. Comme S c'est un vecteur, je peux directement faire plot de S. Et je ferme ma fonction. Donc voilà. Je sauvegarde. Et puis après, je peux lancer ma fonction. Hop, directement ici, puisque ça ne demande pas de paramètres. Et on voit que la valeur finale, c'est bien 3,14 quelque chose. Donc ça correspond bien à pi. Et si on voit la représentation graphique, ici, on voit les différentes valeurs de la somme. On voit que on a ça aussi. Et puis après, ça tend au bout à peu près de 250 itérations. On a à peu près 250 itérations. Ça tend vers à peu près 0, entre 0,75 et 0,8. Et si on regarde, c'est à peu près un quart de pi. Donc on est bien à un quart de pi quand on a convergé, donc quand la différence entre deux valeurs consécutives de la somme était donc inférieure à la précision qui était demandée à 0,002. Après, si vous voulez, on peut aussi changer le epsilon, mais il y aura moins d'itérations. On peut tester pour d'autres valeurs de epsilon. Ici, on voit que c'est moins bien, c'est moins précis, puisqu'on a une approximation qui vaut 3,16. On voit ici, il n'y a pas encore eu une belle convergence de la méthode. Ok, pour cet exercice, donc, où il fallait donc bien maîtriser la fonction tant que, bien spécifier la condition de fin. Donc ici, c'est tant que bien la différence est strictement supérieure à epsilon, il faut continuer, il faut réitérer, il faut ajouter des nouvelles valeurs pour la somme. Donc voilà pour cet exercice numéro 3 qui était sur 5 points. Donc maintenant, on peut passer à l'exercice numéro 4, fréquence. Donc ici, dans un fichier unique appelé fréquence non.m, écrire une fonction de prototype. Donc le prototype est donné, donc je vais déjà copier ce prototype. Je vais créer un nouveau script. Je remplace le nom par mon nom. Et je sauvegarde. Il me propose directement par défaut de sauvegarder avec le nom de la fonction. Donc j'enregistre et je peux commencer à écrire ma fonction. Donc, on demande quoi ici dans cette fonction? Ça va prendre en entrée un tableau d'entiers strictement positif et retourne le même tableau mais trié par ordre croissant. Donc c'est une fonction qui permet de trier un tableau. Et pour réaliser ce tri, c'est un tri particulier puisqu'on nous demande de d'abord créer un tableau frec qui contient
les fréquences d'apparition euh, des nombres contenus dans le tableau tab. Par exemple, frec de 1 contiendra la fréquence d'apparition du nombre 1. Et ensuite de trier les éléments du tableau tab par ordre croissant en utilisant uniquement ce tableau frec. Donc par exemple pour le tableau suivant, eh bien, la fonction doit retourner le tableau ici trié par ordre croissant. Ok. Donc ici, on a un tableau d'une taille quelconque. Donc ce qu'il est bien de faire, c'est tout d'abord sauvegarder la taille du tableau. Donc ici, comme on sait que on va avoir en entrée un tableau contenant une seule ligne, on peut obtenir sa taille avec la fonction length. Donc length ici, ça donne la taille d'un tableau. Donc je sauvegarde cette taille dans une variable n. Et puis, dans un premier temps, je vais créer mon tableau de fréquence. Donc le tableau de fréquence, il doit contenir la fréquence d'apparition des nombres contenus dans le tableau. Par exemple, si le tableau ici, pour le tableau là, pour fréquence du nombre 5, il apparaît qu'une seule fois, je dois obtenir 1. Pour fréquence de 1, je dois obtenir 5, puisque 5 apparaît 5 fois. Et donc avant de créer ce tableau frec, ce qui est bien, c'est de initialiser sa taille. Donc de dire que c'est d'abord un tableau qui contient que des zéros, qui va avoir qu'une seule ligne, et après, par rapport au nombre de colonnes, son nombre de colonnes dépend de la valeur maximale qui est contenue dans le tableau. Puisqu'ici, on va compter le nombre de 1, le nombre de 2, le nombre de 3, le nombre de 4 et le nombre de 5. On n'a pas besoin de compter le nombre de 6, de 7, etc. puisqu'ils n'apparaissent pas dans le tableau. Donc on peut utiliser la valeur maximale du tableau, et la valeur maximale, eh bien, les contenus, on l'obtient grâce à la fonction max. Et donc on fait max de tab de cette façon, et ainsi on a créé un tableau d'une seule ligne avec max de tab colonne. Okay. Ensuite on va remplir ce tableau là, donc on va parcourir le tableau tab. Donc on parcourt notre tableau tab grâce à une boucle for, donc qui va de 1 à n, donc on va utiliser les indices 1 jusqu'à l'indice n. Et puis ici une petite astuce pour aller remplir ce tableau, eh bien frec, on va à chaque fois ajouter, donc on parcourt ici par exemple notre tableau, on tombe sur 5, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que il faut mettre à l'indice 5 du tableau frec, il faut incrémenter la valeur, puisqu'on a un 5, donc on compte le nombre de 5, et frec de 1 contient par exemple le nombre d'apparitions du nombre 1, frec de 5 contient la fréquence d'apparition du nombre 5, donc on peut directement dire frec en tab i égale frec en tab i, l'ancienne valeur, plus 1, puisqu'on a rencontré un nouvel élément tab i. Okay. Et de cette manière, on va, en une seule ligne de code, remplir le tableau frec. Puisque frec, par exemple, si on rencontre le nombre 3 dans tab i, on va dire que frec en indice 3, c'est frec en indice 3 plus 1. Donc on incrémente le nombre de 3 que l'on a rencontré. Donc avec cette boucle for et cette ligne de code, on peut obtenir notre tableau de fréquence. Et une fois que j'ai mon tableau de fréquence, eh bien, on va pouvoir trier notre tableau. Donc pour trier notre tableau, il faut regarder le nombre de fois que, par exemple, le nombre 1 apparaît, et puis après mettre le nombre d'apparitions de ce nombre 1 dans mon nouveau tableau tab de t. Donc tab de t, c'est la sortie, c'est un nouveau tableau. Sa taille, ça va être la même taille que le tableau tab qui était en entrée. Donc il va contenir au départ que des zéros, un nombre de lignes égal à 1, un nombre de colonnes égal à n. Et puis après, ce que je vais faire, je vais parcourir mon tableau de fréquence. Donc je parcours mon tableau de fréquence. Ici, tu as une boucle for qui part de 1 et qui va jusqu'à
la taille du tableau de fréquence, donc de 1 jusqu'à length de frec. Et puis après, je vais regarder combien de fois j'ai l'élément à l'indice i dans mon tableau frec. Et je vais, à partir de ça, pouvoir créer mon tableau table de t. Donc je vais utiliser une nouvelle boucle ici for pour j égale 1 jusqu'à frec de i. Donc c'est le nombre d'apparitions du nombre i dans le tableau frec. Eh bien, je vais copier ça dans mon tableau table de t. Donc dans table de t, je vais mettre la valeur i qui apparaît, frec de i fois. Maintenant, il faut bien spécifier ici à quel indice on va mettre cet élément i. Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est utiliser une valeur, un compteur qui part de 1. Et donc ici, dès que je rentre un nouvel élément dans mon tableau table de t, j'incrémente cpt de 1. OK. Ici, je mets les points virgules, puisque je n'ai pas besoin d'afficher mes résultats. Je ferme mes boucles et j'ai donc ma fonction fréquence. Donc ici, je rappelle, on a créé nos tableaux de fréquence pour chaque élément. On crée ensuite table de t qui est d'abord vide, donc qui contient que des zéros, pardon, mais qui a la taille du tableau tab. Et ensuite, je parcours mon tableau fréquence. Et puis après, pour chaque élément, je regarde la fréquence d'apparition. Et pour cette fréquence d'apparition, eh bien, il est nécessaire de copier fréquence fois cet élément dans le tableau table de t, d'où cette nouvelle boucle for. Et donc on peut regarder ce que ça donne. Je vais créer un tableau ici. Je peux créer le même que ce qui était donné dans le contrôle. On a ce tableau-là, tab, et je vais appeler ma fonction fréquence à partir de tab, et de cette façon, j'ai bien mon tableau ici qui a été trié. Je peux afficher le tableau fréquence pour voir un peu mieux ce qui s'est passé. J'ai pas besoin ici du compteur. Hop, je relance et on voit un peu mieux ce qui s'est passé. Dans frec, donc j'avais à l'indice 1, j'avais 5 puisque l'élément 1 apparaît 5 fois dans tab. Ok. À l'indice 2, j'avais 2 puisque l'élément 2 apparaît 2 fois. À l'indice 3, j'avais 0 puisque l'élément 3 apparaît 0 fois. À l'indice 4, j'avais 2 puisque l'élément 4 apparaît 2 fois. Et à l'indice 5, j'avais 1 puisque l'élément 5 apparaît une seule fois. Donc à partir de là, bien l'élément 1, je parcours de nouveau mon tableau frec. C'est la deuxième boucle for que j'ai ici. Je parcours un nouveau frec. Et je sais ici que l'élément 1, pour j égale 1 jusqu'à frec de i, donc pour j égale 1 jusqu'à 5 ici, eh bien, table de t doit contenir l'élément i. Donc on a 5 fois ici l'élément 1. Puis après on a 2 fois l'élément 2. Puis après on a 0 fois l'élément 3. Puis on a 2 fois l'élément 4. Et puis après on a une fois l'élément 5. Donc voilà pour cette fonction qui permettait de créer un tableau trié à partir d'un autre tableau en utilisant un tableau intermédiaire contenant les fréquences d'apparition de chacun des nombres. Donc voilà pour cet exercice 4. Et enfin, dernier exercice, doublons dans une matrice qui était sur 5 points. Dans cet exercice, donc, on doit créer de nouveau une fonction. Le prototype est donné. Donc, de nouveau, je vais copier ce prototype. Je vais le mettre dans un nouveau script. Donc, je change le nom. Je sauvegarde. Voilà. Donc, cette
Cette fonction, donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle prend en entrée une matrice B et renvoie une matrice A telle que chaque ligne est unique, c'est-à-dire que tous les doublons sont éliminés. Donc par exemple, si la matrice B en entrée est la suivante, on voit qu'on a des doublons. Par exemple, 35, 71, il apparaît une fois, deux fois. Donc on ne va pas le retenir. Donc il faut vraiment éliminer tous les doublons. Chaque ligne doit être unique. Donc 35, 65, il apparaît une seule fois. Donc on le garde. 35, 65, il apparaît plusieurs fois, donc il ne faut pas le garder. 35, 71, il apparaît plusieurs fois, on ne le garde pas. Par exemple, par contre, ici 65, 71, il apparaît une seule fois, donc on va le garder. Ok. Donc on élimine tous les doublons. Donc comment faire ça? Eh bien, il va être nécessaire de parcourir la matrice A, de sauvegarder donc de sauvegarder la ligne lue, puis après regarder si cette même ligne apparaît de nouveau plus loin dans la matrice. Ok. Donc pour cette fonction doublon, ce qui est bien, donc c'est donc si en entrée on a la matrice B, en sortie on va avoir la matrice A. De nouveau, on va sauvegarder le nombre de lignes de la matrice B et le nombre de colonnes de la matrice A. Ça va être pratique. Donc avec size B1 pour le nombre de lignes et size B2 pour le nombre de colonnes. Ok. Ensuite, on va devoir donc parcourir notre matrice A. Donc on va sauvegarder à chaque fois la ligne que l'on lit et on va la comparer à une autre ligne. Donc on va utiliser pour ça une boucle for. Donc pour i égale 1 jusqu'à n lignes. Puis après ici on va avoir une autre boucle for imbriquée puisque là on va aller voir si la ligne que l'on a lue grâce à l'indice i, si la ligne est identique que la ligne si on trouve en plus loin, à l'indice J, une ligne identique. Et donc plus loin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aller en I plus 1, on va aller, donc par exemple si on a l'indice 1, on va comparer par rapport à l'indice 2, etc. jusqu'au bout. Si on a l'indice 2, ce n'est pas nécessaire de revenir à l'indice 1, puisqu'on a déjà fait la comparaison. Donc si on a l'indice 2, on va aller voir en 3, en 4, etc. jusqu'au bout. Et ici, même si on est à l'avant-dernière ligne, on va comparer par rapport à la dernière ligne, et ça ne sert à rien d'aller ensuite voir la dernière ligne, puisqu'on avait déjà réalisé la comparaison de cette dernière ligne avec toutes les autres lignes précédentes. Donc pour i, ce n'est pas nécessaire d'aller jusqu'au bout, on peut aller jusqu'à n nombre de lignes moins 1, et pour j, on va de i plus 1 jusqu'à n nombre de lignes. Ici, on va donc sauvegarder le vecteur que l'on lit de la matrice B. Donc il faut extraire un vecteur d'une matrice. Donc pour ça, on sauvegarde ça dans une variable v et on dit que l'on a besoin de la ligne i. Donc on met l'indice de la ligne, puis après on a besoin de toutes les colonnes. Donc pour dire que l'on a besoin de toutes les colonnes, on utilise le 2 points. Ok. Donc on a sauvegardé la ligne i de la matrice dans V. Puis après ici, on peut sauvegarder la ligne j de la matrice. On peut la sauvegarder dans une variable w. Donc on fait la même chose. Ici, on a v égale à b indice j. Et puis après 2 points, puisqu'on prend tous les éléments de la colonne. On prend toute la ligne d'indice J. Ok. Et maintenant, il faut comparer. Il faut aller regarder si ces deux vecteurs sont égaux. Et donc pour ça, on peut un peu utiliser l'invite de commande pour voir comment on peut tester facilement si deux vecteurs sont égaux. Donc par exemple, si je crée un vecteur V qui contient 1, 3 et un autre vecteur V qui contient un autre vecteur W qui contient 1, 3,
Donc j'ai deux vecteurs v et w qui sont identiques. Si je fais v égale à w, ben à ce moment-là, on ne me dit pas, c'est un tableau logique qui me donne 1 et 1. Ça veut dire que le premier élément, les premiers éléments sont identiques et les deuxièmes éléments sont identiques dans v et w. Si je change par exemple le w, et pardon, si je change w, je dis que c'est 1, 4. À ce moment-là, si je fais la comparaison entre v et w, ben, je vais avoir 1, 0. Et donc, deux vecteurs seront identiques uniquement si je n'ai que des 1 ici. Et donc, pour voir si je n'ai que des 1, une façon simple de procéder, c'est de faire la somme de ces 1 et regarder si la somme de ces 1, c'est égal au nombre de colonnes du vecteur. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Pour pouvoir comparer le v et le w, je vais dire est-ce que la somme de v égale w est égale au nombre, est strictement égal ici, donc 2 égale est égal au nombre de colonnes de ma matrice. Et à ce moment-là, j'ai des vecteurs qui sont identiques. Ok, j'ai des vecteurs identiques, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai des doublons en ligne I et en ligne J. Et donc ce qu'il est bien de faire, c'est plutôt que de directement d'essayer de recréer une nouvelle matrice A, à partir de là, c'est plutôt de sauvegarder les lignes qui vont devoir être éliminées. Et donc je peux dire par exemple que en utilisant une nouvelle variable L, dire que L à l'indice I c'est 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la ligne I doit être éliminée et la ligne numéro J doit être aussi éliminée. Donc ça veut dire qu'on a un doublon en I et ici un doublon en J. Donc quand je vais utiliser cette information-là plus tard pour pouvoir recréer ma matrice A qui contiendra aucun doublon. J'ai un doublon aussi en J. Et donc ici, le vecteur L, je ne l'ai toujours pas créé. Et donc le vecteur L, je vais dire au départ que c'est un vecteur qui contient que des 1 de taille, donc avec un nombre de lignes égal à 1, et ici un nombre de colonnes égal au nombre de lignes de ma matrice. Et donc j'ai un vecteur ici qui va me donner à chaque fois, pour chaque ligne de la matrice B, il va me dire si c'est un 1, si on a une valeur égale à 1, ça veut dire qu'on n'est pas sur un doublon. Si on a une valeur qui vaut 0, on est sur un doublon. Et je vais utiliser cette information-là pour créer après ma matrice A. Donc si c'est bon, j'ai analysé ma matrice B, j'ai identifié tous les doublons. Ils sont tous, ils sont sauvegardés dans le vecteur L, dans le tableau L, donc je vais l'afficher. Et ensuite, eh bien, je vais uniquement retenir dans la matrice A, je vais uniquement retenir les lignes de B qui ont des valeurs non nulles pour le vecteur L. Et donc ça, je peux le faire en disant, en utilisant tous les indices qui... donc si je fais L strictement supérieur à 0, ça va me sortir tous les indices du vecteur L qui sont non nuls. Et donc justement, il faut que je retienne de la matrice B tous ces indices-là qui ne sont pas des doublons, donc qui possèdent des valeurs L non nulles. Et donc ça, je peux faire directement B en retenant uniquement les indices qui ont qui sont non nuls pour le vecteur L. Et par contre, je retiens bien toutes les colonnes. Donc là, je mets un 2 points. Il faut juste bien dire qu'il se pourrait que ma matrice ne contienne que des doublons. Donc je teste bien au préalable, est-ce que la somme de L est supérieure à 0? Donc est-ce que j'ai au moins une valeur qui est unique? Si oui, eh bien je peux créer ma matrice A. Et sinon, eh bien ma matrice A, elle est vide. Donc je crée une matrice si nulle. Ok. Et je ferme aussi, enfin, ma fonction. Donc ici, attention, A égale B, oui c'est bon.
Ici, je vais mettre un point virgule et je peux ensuite tester ma fonction. Donc, je vais créer cette matrice. Donc, je vais essayer de copier ça, voir si c'est possible. Ouais, non, ça va pas marcher. Donc, je vais créer moi-même cette matrice-là. Donc, 35, 65, 35, 71, 41, 71. Donc, point virgule, c'est pour passer à la ligne. 35, 65, 35, 71, 65, 70, 71, 45, 48. Pardon, 41, 48. Ensuite, 41, 80. 41, 80. 48, 80. 41, 71. 41, 80. Et voilà. Donc j'ai cette matrice A. Et je vais pouvoir... pardon, je vais l'appeler plutôt B. Je vais l'appeler B. Hop. Et je vais pouvoir utiliser ma fonction doublon. Hop. Qui prend donc en entrée B. Et en sortie, j'ai une nouvelle matrice A qui contient donc les valeurs qui sont uniques, 65, 71, 41, 48 et 48, 90, 80. Pardon. Donc ça a l'air de bien marcher. Et si je regarde ici, ouais, je vais afficher le vecteur L pour bien voir ce qui s'est passé dans L. Et ici, le vecteur L, on voit, c'est un vecteur binaire qui contient que des 0 et des 1. J'avais mis au départ qui contenait que des 1. Mais on a mis des 0 dès qu'on rencontrait un doublon. Donc au final, il faut uniquement retenir dans A les lignes numéro donc 1, 2, 3, 4, 5. Les lignes numéro 6, les lignes numéro 7 et les lignes numéro 9 qui sont ces lignes-là. Donc les lignes numéro 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9. Ouais, pardon. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, 9. Donc il y a 48, 80 aussi. Ouais. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 61, 65, 71, 41, 48 et 48, 80. Ok. Pardon. Donc on peut tester sur une autre matrice. Hein, B, ici je peux mettre une matrice B qui contient que des doublons par exemple. Donc ici il faut que j'enlève 65 et 71, 41, 48, j'enlève ça et 48, 80. Donc ici normalement il n'y a que des doublons, je la teste et ici j'ai bien mon vecteur L qui contient que des zéros et donc ici ma matrice en sortie elle est vide. Ok. Et donc voilà pour cet exercice. On peut aussi regarder ce qui se passe si je change la taille de ma matrice. Ok, ici je vais ajouter à chaque fois 56. 56, 56, 56, 56, 56, 56 et 56. Donc j'ai une nouvelle matrice B. Je vais regarder si elle contient des doublons et on voit que ça marche aussi pour une matrice ici qui contenait 3 colonnes. Donc voilà pour cet exercice qui était sur 5 points. Donc voilà pour ce cours numéro 1 qui était juste des révisions. Et le prochain TP, ce sera également que des révisions puisqu'il est important que vous vous rappeliez bien des différentes fonctions, des différentes fonctionnalités de MATLAB. Donc il faut vraiment que vous appliquiez sur le prochain TP pour être plus à l'aise pour les TP prochains qui vont être des applications d'analyse numérique plus spécifiques. Voilà, bonne journée à vous, au revoir.